Bonjour à toutes et à tous. On va effectivement ouvrir cette deuxième journée autour de la cohérence des politiques de jeunesse. Sébastien l'a dit, sujet très large. On va le prendre sous plusieurs angles. D'abord, essayer de définir qu'est-ce qu'on met derrière politique de jeunesse. On va parler bien sûr d'échelle territoriale, de territorialisation. On parlera du monde rural, des politiques jeunesse dans les villes, avec trois séquences différentes et avec à chaque fois un temps de parole qui vous sera donné à la fin de chaque séquence. Et donc, je vous propose d'accueillir sans plus attendre pour ouvrir Antoine Dulin, vice-président du Conseil d'orientation des politiques jeunesse et conseiller social du président de la métropole de Lyon, accompagné d'Anaïs Bertron, qui est avec nous également et qui est doctorante en sciences politiques. Venez me rejoindre. Installez-vous comme vous voulez. Bienvenue Antoine, bienvenue Anaïs. Merci. C'est vous qui allez donc ouvrir cette matinée autour de la question de la place des jeunes dans l'élaboration des politiques de jeunesse. On a parlé d'engagement hier, on va parler de leur place maintenant. Et puis avec la nécessité peut-être, avant de parler de leur place, d'avoir votre vision un peu de ce qu'est une politique de jeunesse. Le sujet forcément vous interroge beaucoup Antoine, hein, je vous rappelle, vice-président du COJ, conseiller social du président de la métropole de Lyon. Vous avez fait pas mal de livres dernièrement sur le choc de la simplification nécessaire en faveur de la jeunesse, prévenir les ruptures dans les parcours de protection de l'enfance, les jeunes au cœur du futur service public de l'insertion, etc., etc. Votre vision à vous, une politique de jeunesse, déjà en quelques mots, c'est quoi ? En quelques mots. Ouais, bah oui. C'est ça. Bonjour à tous. Déjà, très content d'être au Neush Pro et peut-être que tout le monde connaît le COJ, mais derrière cet acronyme, ça veut dire le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, qui peut être une des avancées soulevées par Sébastien dans la construction des politiques de jeunesse, puisqu'il a été mis en place en 2017 et il essaie d'être un rassemblement des différents acteurs et notamment des jeunes pour la construction des politiques de jeunesse. Alors, sur la question un peu tarte à la crème de c'est quoi une politique de jeunesse au niveau national. Effectivement, moi, j'y ai beaucoup travaillé, pas tout seul, avec pas mal d'acteurs, et il y a pas mal de choses qui sont dites et écrites sur ce sujet. Donc, c'est difficile de les synthétiser. La première, c'est qu'on est dans un paradoxe dans notre pays, puisque quand le gouvernement ou tout autre acteur, il dit qu'il fait des choses pour la jeunesse, on l'a vu par exemple, la réforme des retraites, ça a été pour la jeunesse, réduction de la dette, c'est pour la jeunesse, etc. Mais en revanche, quand on l'interroge sur « mais c'est quoi votre politique de jeunesse ?» et bien parfois on a un long silence ou alors on a une succession de dispositifs, de politiques sectorielles qui décrivent cette jeunesse. Et c'est assez emblématique de ce que l'on vit en France, c'est-à-dire d'une politique de jeunesse qui n'est d'une part, a du mal à être incarné, à être porté au niveau national. Je rapporte par exemple qu'au Canada, le Premier ministre est également le ministre en charge de la jeunesse. Donc ça pose tout de suite la chose en disant, bah voilà, il a la responsabilité de l'enjeu de la jeunesse et de la politique de jeunesse. En France, on a toujours des successions, un secrétariat d'État qui est un jour rattaché au sport, depuis là, quelques années, rattaché à l'éducation nationale, mais on voit bien qu'on pivote et qu'on ne sait pas où on va vraiment. Puis après, on dit bah, c'est aux collectivités départementales, collectivités régionales de porter les questions de jeunesse. On a eu la loi, et vous y reviendrez, de chef de fila sur les politiques régionales, et on voit bien que ça n'apporte pas complètement ses fruits. Donc moi, assez simplement, je me dis, déjà, il faut qu'on arrive à définir ce que c'est la jeunesse. Donc pour moi, jeunesse, c'est les 16-25 ans et plus, c'est-à-dire le parcours, un nouvel âge de la vie, qui est le parcours d'acquisition progressive à l'autonomie. C'est pas de moi, c'est tous les travaux de Cécile Van de Vel qui le portent, c'est-à-dire de se dire, c'est un parcours, parfois il y a des jeunes qui vont être jeunes des 18, des 19, des 20 ans, etc. Et pour d'autres, ce sera plus long. On est face à un allongement de la vie, et pour tous ceux qui disent oui, non mais moi je sais ce que c'est la jeunesse parce que j'ai été jeune dans mon passé, je rappelle quelques chiffres qui fait que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas la même que la jeunesse d'hier, y compris en termes de dynamique de tranche d'âge. On est aujourd'hui, l'âge de la décohabitation en France, elle est autour de 23,4 ans. Elle était plutôt autour de 20 ans, 19 ans dans les années 60. L'âge du premier emploi stable, il est aujourd'hui autour de 26, 27 ans. Il était plutôt autour de 20 ans dans les années 60, 70, 22 ans dans les années 90. Et donc, on a bien un allongement de l'entrée sur le marché du travail. Et l'âge du premier enfant,
en France, il est aujourd'hui à 31 ans. 31 ans. Il était en 2010 en 2010, il était à 28 ans et dans les années 70, il était à 24 ans. Et on sait que la question du premier enfant, c'est aussi le marquage de bah, ça y est, je suis installé, j'ai la capacité d'être autonome, d'avoir un emploi, etc., d'être sécurisé et donc de pouvoir m'engager dans une vie de famille, etc. Et donc, on voit bien là que la situation de la jeunesse, elle est très différente avec des allongements de vie. Un des travaux que j'avais mené sur arrêtons de les mettre dans les cases avait dénombré dans notre politique publique, qui est un millefeuille de dispositifs, 238 critères d'âge pour définir ce que c'était un jeune dans nos politiques publiques. 16, 17, 18, 20, 21. On a par exemple cette barrière âge qui pour moi est stupide, de 21 ans de sortie des jeunes de l'aide sociale à l'enfance et d'accompagnement. Tout ça parce que c'était l'âge de la majorité en 1974 et qu'on n'a jamais bougé ça. Or, y compris pour un jeune sortant de la protection de l'enfance, 21 ans ne correspond à strictement rien aujourd'hui. Au-delà de cette question de acquisition progressive de l'autonomie, il y a des inégalités au sein même de la jeunesse qu'il faut et qui reproduisent des inégalités sociales qui continuent à exister. Et donc, il y a un enjeu de réduire aussi ces inégalités qui fragmentent la jeunesse, avec aussi des inégalités au lieu des territoires. Vous allez parler tout à l'heure des questions rurales, vous allez parler aussi des enjeux de quartiers populaires. Et donc, on voit bien qu'il y a des choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'une politique jeunesse qui pourrait être un peu plus cohérente? D'une part, elle ne doit pas être centrée que sur la question étudiante. Qu'on se le redise, c'est seulement 48% des jeunes de 18 à 25 ans qui sont étudiants. Donc le reste, ils sont soit en emploi, soit en inactivité, choisie ou subie. Et donc, un enjeu à travailler. Deux, c'est bien de prendre en compte ces inégalités. Il y a des travaux et encore une dernière enquête qui a été faite par le MRJC, donc le Mouvement rural de la jeunesse chrétienne, qui est sorti il y a 2 jours sur la question des jeunes en milieu ruraux, qui sont glaçants. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, le décrochage qu'il peut y avoir, et pour ceux qui habitent l'Allier, je pense que vous y êtes confrontés souvent, à des réalités propres à des jeunes en milieu rural. Il y a eu le très bon livre sur les filles du rural. Et puis aussi des particularités dans les quartiers populaires. Et globalement, toutes les statistiques montrent, et la première sur l'OCDE, que globalement, nous, et la France continue à reproduire les inégalités sociales pour la majorité des adultes qui sont issus de familles pauvres. Donc même si on parle d'égalité des chances, etc., de changement, on voit bien qu'on n'a pas une politique de jeunesse aujourd'hui qui permette de changer les choses. Alors, on pourrait parler, donc pour aller vite, mais je vais faire l'impasse sur tout ce qu'il faut faire avant les 16 ans, c'est-à-dire tout le travail qu'il devrait y avoir sur la question de l'école, sur la question d'un système scolaire et de système de formation initiale adapté aux différentes réalités des jeunes et qui éviterait que entre 80 000 et 100 000 jeunes sortent du système scolaire sans aucune solution et avec toutes les problématiques qu'il y a, notamment pour ceux qui sont intéressés sur ce sujet. On a réussi à mettre en place une obligation de formation 16 à 18 ans et il y a un très beau rapport qui vient d'être fait, plutôt une enquête qualitative sur le sujet qui a été fait et qui a été publié par l'Union nationale des missions locales avec la fondation Alpha Omega sur les effets bénéfiques de l'obligation de formation jusqu'à 16 à 18 ans dans certains territoires et vis-à-vis des jeunes. Mais si je me consacre sur la question des 16-25 ans, c'est comment on arrive à inventer dans notre système de protection sociale ce nouvel âge de la vie qui est la question de la jeunesse et qu'on soit en capacité, que nos solidarités intergénérationnelles soient capables de les accompagner. Et c'est pas impossible. Je vous rappelle que dans les années 90-2000, on était plus avec les pauvres, les personnes les plus pauvres sont les personnes âgées. Et donc, on a aussi tout travaillé sur une allocation, notamment sur les enjeux d'autonomie et de dépendance avec l'APA, qui est devenue une allocation aujourd'hui universelle, etc., versée par les départements. Donc, on serait capable aujourd'hui de pouvoir inventer ce nouvel âge de la vie et dans le système de sécurité sociale, et notamment avec, pour moi, toujours l'arrière-fond du fait d'une confiance de nos jeunes au système de solidarité intergénérationnelle, puisque ce sont eux
qui sont les contributeurs de demain. Et même si on fait la réforme de retraite, je ne suis pas sûr, pour les jeunes, il vaut, avant qu'ils soient à la retraite, qu'on soit sûr qu'ils soient en volonté, en capacité et en confiance de cotiser à un système de répartition. Je vous rappelle qu'une étude qui avait été faite il y a quelques années, au moment du premier débat sur les retraites, montrait que 50 ou 60% des jeunes étaient favorables à un système par capitalisation plutôt qu'à un système par répartition. Donc, il montrait bien, là aussi, un décrochage et de plutôt une conception des jeunes de je m'en suis sorti tout seul dans ce moment de galère, donc je pourrais continuer tout au long de ma vie de m'en sortir. Et le système de solidarité intergénérationnelle avec l'impôt, je peux facilement le remettre en cause. Donc, là-dessus, comment on peut imaginer cet âge de la vie ? Il y a eu beaucoup de travaux, ceux de Camille Penny, ceux de Tom Chevalier, politiste, ceux de Cécile Van de Velde, qui a été celle qui a ouvert ses travaux là-dessus, qui montrent, y compris au regard de dynamique de comparaison européenne, qu'il peut y avoir 3 schémas ou 4 schémas qui existent aujourd'hui en Europe. Le premier, celui du Royaume-Uni, qui dit aux jeunes, à 18 ans, débrouillez-vous avec un système assez libéral qu'on connaît, avec une mise à l'emploi très rapide et, on le voit bien, un fort endettement des jeunes dès 18-19 ans avec notamment des étudiants en dynamique de formation. Deuxième système, c'est celui de l'Espagne, avec une dimension, ou l'Italie, une dimension très forte des solidarités familiales et du fait que, il est toléré, accepté qu'un jeune reste très longtemps dans le foyer familial, fasse ses études, soit en emploi dans le foyer familial. Et si je voulais faire une petite blague, on peut imaginer que le film Tanguy en Espagne n'aurait pas eu autant d'audience qu'il l'a eu en France, puisque globalement, être Tanguy en Espagne n'est pas un problème et il n'y a pas de dynamique autour de cette question-là. Troisième enjeu, c'est la troisième dynamique, c'est les pays du Nord et notamment la question du Danemark, qui considère le jeune indépendant de ses parents à 18 ans et qui va l'accompagner tant dans une dynamique de recherche à l'emploi avec un revenu minimum à partir de 18 ans et va tout miser sur la question de la formation et de la formation avec ce fameux bourse ou capital formation qui sont versés aux jeunes sur 72 mois, donc c'est à peu près 6 ans, et pour un revenu de 780 € pour accompagner le jeune dans cette dynamique de formation. Et en France, qui a été étudié, on est dans un système qui est assez hybride, où on dit c'est les solidarités familiales qui doivent accompagner le jeune. Donc, comme le dit Tom Chevalier, le politiste, les jeunes sont considérés comme des enfants de leurs parents, avec le système de l'allocation des allocations familiales, avec le système de la demi-part fiscale, et donc une incapacité dans nos politiques publiques de pouvoir accompagner les jeunes qui sont en rupture familiale, ou encore quand on les accompagne, on invente des dispositifs qui sont des dispositifs qui ne rentrent pas dans le droit commun. L'exemple même s'il y a des avancées, on a vu la garantie jeune ou le contrat d'engagement jeune qui pourraient être des dispositifs qui fonctionnent pour un certain nombre de jeunes, et les chiffres le prouvent, mais ce sont des dispositifs qui sont limités dans le temps et qui bénéficient à un certain nombre de jeunes. Les chiffres sur le contrat d'engagement jeune montrent que 41% des jeunes, après le contrat d'engagement jeune, le SEJ, sortent en emploi durable. 41%. Donc, qu'est-ce qui passe pour les 60% autres qui, eux, n'ont pas eu cette chance de sortir forcément en emploi durable. Donc, il y en a qui vont me dire, oui, mais il y en a qui sortent en emploi court, etc. Sauf que je vous rappelle que des emplois de CDD d'un mois, 2 mois ou 3 mois ne permettent pas, si jamais il y a rupture de CDD, de bénéficier de l'allocation chômage, puisque maintenant, il faut cotiser 6 mois pour pouvoir bénéficier de l'allocation chômage. Donc, on est dans ce système hybride en France où on considère les jeunes un peu comme les ayants droit de leurs parents et pas comme des citoyens à part entière. Donc, dans cette dynamique, on est beaucoup et de plus en plus nombreux, et je sais qu'un certain nombre d'acteurs de la jeunesse le portent aussi, à dire qu'il faut sortir de cette dynamique et inventer un Big Bang des politiques de jeunesse pour faire de la jeunesse un nouvel âge de la vie qui permette à la fois d'ouvrir un filet de sécurité, donc un revenu minimum pour les jeunes à partir de 18 ans, comme la plupart des pays européens l'ont, c'est-à-dire aujourd'hui 24
sur 27 des pays européens ont un revenu minimum, donc un filet de sécurité qui permet d'accompagner les jeunes. Et non, ce n'est pas rentrer les jeunes dans une dynamique d'assistanat, mais bien d'être dans une capacité de pouvoir inventer un accompagnement et une allocation qui permettent effectivement aux jeunes de ne pas attendre, et pour certains, et les chiffres là le montrent, notamment quand on regarde ça au niveau départemental, qu'un certain nombre de jeunes décrocheurs depuis longtemps vont vivoter entre 18 et 25 ans, vont peut-être faire SEJ, vont peut-être aller à la mission locale avec quelquefois des réussites, mais parfois vont se retrouver à 25 ans à venir demander le RSA, et donc avec une perte. Et donc il faut là être dans une dimension d'ouverture et de se dire investir dans la jeunesse, c'est un investissement social. 2, il faut inventer le même système qu'il y a aujourd'hui au niveau des pays du Nord sur la question de la sécurisation de la formation supérieure, avec la possibilité d'ouvrir des allers-retours entre le marché du travail et le marché et la formation, pas le marché de la formation, même s'il y a de plus en plus de formations privées, mais en tout cas le marché du travail et la formation, justement pour faire aussi changer le marché du travail, puisqu'on a encore en France une culture du diplôme assez forte et une difficulté pour un certain nombre de jeunes ni en emploi ni en formation et sans diplôme, pardon, de rentrer sur le marché du travail parce que justement il n'y a pas ce diplôme-là. Et donc un système de capital formation ou de bourse améliorée comme il peut exister au Danemark, ce serait forcément important. Et puis troisième levier, c'est la question des dispositifs de seconde chance que l'on voit et qui existent, mais sauf qui sont encore aujourd'hui peu aidés, que ce soit les écoles de la deuxième chance, les EPID, les dynamiques de les promos 16-18 par exemple de l'AFPA, ou toute dynamique aujourd'hui qui sont effectivement des avancées, qui restent des dispositifs, mais quand elles marchent, et pour le coup je peux en témoigner, ont permis de changer la manière d'accompagner les jeunes et en les mobilisant tôt et en les remobilisant, d'être dans une capacité de retrouver confiance en eux et de retrouver un chemin pour pouvoir s'engager dans l'emploi plus durablement. J'ai été long, mais la question est un peu difficile. C'est intéressant parce que vous brossez beaucoup de sujets dans les propos. Je reviendrai vers vous après sur le sujet là vraiment qui nous occupe sur la question de la place des jeunes. Mais il y a déjà beaucoup d'éléments sur la question de la cohérence et du Big Bang nécessaire que vous évoquez. Anaïs Bertrand, donc doctorante en sciences politiques. Forcément, quand on a réfléchi au thème de cette table ronde et qu'on a vu que vos recherches portaient sur une politique de jeunesse sans jeunes, on s'est dit, ben voilà, ça va être intéressant d'avoir votre regard. Le fruit de vos recherches, qu'est-ce que ça fait ressortir ? Oui. Bonjour à toutes, à tous. Moi, c'est Anaïs et je suis doctorante en sciences politiques. Donc, on peut dire que c'est le fruit de mes recherches en cours encore. J'ai pas encore rédigé complètement ma thèse. Et aussi, ce que je voulais prévenir avant de commencer vraiment, c'est que je suis pas une sociologue de la jeunesse. Moi, je suis inscrite en sociologie de l'action publique. Donc, je vais plutôt parler ici des professionnels de jeunesse. Donc, peut-être vous vous reconnaîtrez ou peut-être pas. N'hésitez pas à me le dire après. Et puis, de parler du cadre politique, du cadre institutionnel dans lequel les politiques de jeunesse se mettent en œuvre. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. Là, j'ai déjà observé une action publique qui est une réponse à l'appel à projet qui a été lancé par le ministère du Travail dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, l'appel à projet sur les fameux jeunes invisibles. Et du coup, on a découlé cet article, c'est pas un livre, hein, c'est un article qu'on a écrit avec Damien Beaune, qui travaillait lui sur le plan d'investissement d'avenir. Donc plutôt sur les questions d'engagement. Moi, c'était plutôt sur les questions de repérage, d'accompagnement des invisibles, donc de retour à l'emploi des jeunes, etc. Et en fait, on s'est rencontrés donc, dans notre laboratoire au CERAPS, à Lille. Et on travaillait tous les deux sur des programmes qui mettaient la jeunesse au centre, où il y avait vraiment un discours volontariste de la part de l'État autour de l'implication des jeunes, à utiliser même les termes de pouvoir d'agir, donc des termes qui viennent plutôt de l'éducation populaire, etc. Mais dans l'enquête de terrain, nous, on participait l'un et l'autre, pas ensemble, mais aux espaces de construction et de mise en œuvre ensuite du projet, donc toutes ces réunions qui ont lieu pour mettre en œuvre et réfléchir entre acteurs le projet. On assistait un peu aux mêmes scènes, c'est que globalement, les jeunes étaient absents des discussions. C'est-à-dire, les jeunes n'étaient déjà pas dans la salle, n'étaient pas présents,
Mais il n'y avait même pas beaucoup d'échanges sur les jeunes, de discuter sur les problématiques qui sont liées aux jeunes, le travail à mener avec eux, avec elles, etc. Et dans les entretiens qu'on avait ensuite l'un et l'autre avec les professionnels de jeunesse, qui nous racontaient qu'ils se sentaient assez dépossédés finalement du projet et du sujet de la jeunesse qui disparaissait peu à peu. Donc d'où notre titre un peu provocateur, des politiques jeunesse sans jeunes. Donc pour décliner un peu rapidement de quoi on parle dans cet article, c'est déjà de vous dire donc, comment est-ce qu'on fait pour perdre de vue des jeunes dans des projets qui leur sont normalement dédiés. Ça vient déjà par comment est réparti le financement dans ces projets, qui sont des projets qui sont généralement faits en consortium ou dans d'autres formes de regroupement partenarial, où il y a des moyens en fait très importants, parfois jusqu'à 50% du projet, qui est mis sur des fonctions de coordination ou d'ingénierie, et avec des embauches de professionnels de coordination et de partenariat. Ensuite, donc ça, c'est comment est-ce qu'on répartit les financements. Il y a aussi de quoi est-ce qu'on parle. Dans les réunions, les sujets en fait tendaient à tourner essentiellement autour de comment est-ce qu'on va structurer notre travail, le travail partenarial, avec quelle nouvelle structure est-ce qu'on va aller travailler prochainement, etc. Qui sont des questions sûrement tout à fait, absolument importantes en fait dans ces projets de grande ampleur. Mais ce qu'on a aussi remarqué, c'est que les professionnels de terrain auprès des jeunes, ils étaient aussi présents. Ils devaient participer à l'élaboration de ces stratégies de partenariat, aussi aux questions un peu plus d'ingénierie, donc participer à l'évaluation du projet, ce qui prend finalement tout ça, cumuler beaucoup de temps sur le travail qui pourrait être sinon du travail dédié aux jeunes. Donc, comment on répartit les financements, de quoi on parle, et puis finalement, qu'est-ce qui compte et quelle temporalité est donnée un petit peu. Ce qu'on a vu, c'est que du côté des financeurs et des pilotes des projets, il y avait une vraie valorisation de la temporalité longue, de la réflexion sur le temps long. On va faire des expérimentations qu'on va ensuite capitaliser pour venir essaimer sur d'autres territoires, etc., etc. Et ça venait un peu se confronter avec les réalités de terrain et puis les réalités des jeunes et des professionnels de jeunesse qui doivent faire face à l'urgence et aider les jeunes avec des situations des fois vitales, de trouver un logement, des vêtements, de quoi manger, etc., etc. Tout ça cumulé, ça a amené une sorte de sentiment de délégitimation chez les professionnels de jeunesse qui prenaient part à ces constructions et à cette mise en œuvre des projets. Là, j'ai noté une citation d'un référent jeunesse dans un centre social qui me racontait en fait, nous, on est un laboratoire, on est devenus des souris et des rats et on expérimente des choses sur nous. Je ne dis pas avec cette citation que tout le monde pense pareil, ce serait à nuancer selon les profils de chacun, etc. Mais en tout cas, c'est le discours un peu global qu'on a pu ressentir, qu'on a pu ressortir de nos terrains. Avec cette prévalence du coup du temps long, des enjeux d'ingénierie, elle tend finalement à signifier un peu que l'essentiel, il se fera après. Et ça fait peu à peu minimiser, ça fait un peu disparaître les acteurs de la jeunesse en tant que telle et le travail un peu qui est mené au quotidien. Deuxième partie, c'est comment est-ce qu'on explique du coup ce décalage des priorités. Déjà, il y a ce dont j'ai déjà un peu parlé, c'est un sort d'effet mécanique intrinsèque de ces appels à projets de grande ampleur qui sont lancés. Là pour le coup, c'était lancé par l'État. Qui vise à faire travailler les structures ensemble. Il y a des appels au partenariat ou des appels au consortium qui se multiplient avec les années. Et du coup, on a une politique publique qui ne s'attaque pas précisément aux problèmes publics liés aux jeunes, donc à l'accès aux droits, à l'emploi, à l'engagement dans la vie publique, etc., mais plutôt une politique qui priorise de définir des nouveaux espaces d'action, qui demande du coup aux acteurs et aux actrices de la mise en œuvre de collaborer au niveau des territoires.
Donc là, on en arrive à la deuxième explication, c'est qu'il y a une vraie volonté. Donc moi et Damien Beaune, on a fait des entretiens aussi avec les pilotes au niveau des ministères, etc., de la politique publique. Il y a une vraie volonté de ces pouvoirs publics-là. Il y a tout un enjeu en fait à réorganiser les acteurs de la jeunesse, à faire collaborer les structures, mais aussi à challenger certains partenaires. Et donc, là, on voit comment l'impératif, le partenarial, le partenariat n'est pas seulement un moyen d'action, il est présenté comme ça dans les appels à projets. Donc, il faut faire travailler les acteurs ensemble pour éviter le travail en silo, pour assurer une certaine cohérence des politiques et des actions. Mais du coup, nous, ce qu'on dit dans l'article, c'est que le partenariat devient l'objet même central de la politique, avec tout ça. Et il y avait même une citation, elle est tout en haut de l'article si vous voulez lire que ça. C'est la première citation qui est un peu la plus punchy qu'on ait pu trouver, mais où il y a une chargée de mission en rue qui nous raconte que l'action auprès des jeunes serait même une carotte, une sorte de prétexte pour mettre les acteurs de la jeunesse autour de la table. Et donc, on ressort avec cette idée que l'expérimentation, elle porte finalement moins sur comment on travaille avec les jeunes que sur comment on fait travailler les structures ensemble. Et tout ça, ça va dans toute une analyse de la science politique, du gouvernement à distance et de comment les politiques publiques, donc ça c'est Epstein notamment qui en a beaucoup parlé, se concentrent sur mettre en forme les politiques publiques plutôt que parler du fond et travailler sur le fond. Donc voilà comment on raconte dans cet article que l'injonction partenariale et la sorte d'inflation d'ingénierie tend à faire disparaître les jeunes non seulement de la gouvernance, déjà, de ces actions, mais aussi des réflexions sur le travail, sur les suites à donner à ces programmes expérimentaux, même si, je tiens à nuancer un petit peu là, on le fait plus dans l'article, mais même si pour autant il ne se passe pas rien pour les jeunes dans ces actions-là, ces programmes ont bien sûr des effets, elles ne servent pas à rien, mais c'est des effets qui ne sont pas forcément visibilisés et qui sont plutôt mis au second plan de ce que nous, on a observé. Merci, ça permet de poser une bonne base de constat de ce que vous avez pu analyser tous les deux dans vos fonctions respectives. Antoine, si on est maintenant sur la place des jeunes dans l'élaboration, c'est un sujet qu'on entend régulièrement, quelle place on laisse. Souvent, on dit c'est indispensable de les associer. Concrètement, on fait quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et j'ai presque envie de vous demander, aujourd'hui, vous conseillez le président de la métropole de Lyon. Si demain, vous étiez conseiller du ministre en charge des politiques jeunesse, sur la place des jeunes, sur leur rôle, qu'est-ce que vous auriez envie de lui susurrer à l'oreille? Alors, je vais peut-être partir d'exemples de ce qu'on a pu faire avant peut-être de répondre. Effectivement, la question de la place des jeunes, elle est primordiale, avec tous les enjeux qu'a évoqué Anaïs sur la question de la temporalité, qui est très présente sur la question des jeunes, puisque la temporalité d'une construction d'une politique de jeunesse avec celle des jeunes ou du jeune à un temps T n'est pas forcément la même. Et accompagner les jeunes dans une dynamique de construction ou d'élaboration de politiques publiques, il faut déjà, si possible, avoir travaillé sur la question de ces urgences personnelles et voire collectives, et qu'ils se sentent à sa place pour pouvoir donner du temps et être reconnus comme tels dans le travail qu'il faut faire. Et puis le deuxième écueil, mais de toute façon on le sait tous, et même si c'est toujours difficile, c'est comment on n'est pas dans une dynamique d'instrumentalisation de quelques jeunes slash institutionnalisation de quelques jeunes dans un processus de construction, et qui en soient en capacité d'être en permanence renouvellement et de se dire que les jeunes qui sont là à un moment donné, peut-être que dans un an ou sur le projet, ils ne seront plus les mêmes, et que c'est pas grave, et ça permet à d'autres de rentrer, et en revanche ça nécessite pour les professionnels de jeunesse de redoubler cette dimension d'accompagnement, etc. Deux exemples que je peux citer sur ce qu'on a pu faire. Nous, moi aujourd'hui au niveau de la métropole de Lyon, au regard des trous dans la raquette déjà évoqués et puis évoqués par Sébastien tout à l'heure,
on a été le département, puisque la métropole de Lyon est un département sur les 59 communes qu'il compose, et c'est sa force à mettre en place le revenu de solidarité jeune à l'arrivée du nouvel exécutif à majorité écologiste en 2020. Et globalement, tout de suite, on s'est dit qu'on ne ferait pas ce dispositif qui pouvait être déjà dans la tête de quelques-uns sans le faire avec les jeunes concernés. Et donc, il y a eu 2 phases de travail. La première qui a été, et qui est toujours importante dans ce travail-là, d'une phase d'enquête auprès des jeunes qui pouvaient être bénéficiaires de ce revenu ou qui ne pouvaient pas l'être, auprès des acteurs des missions locales, auprès des acteurs de jeunesse du territoire, et qui a permis d'avoir des profils types, on va se dire, ou en tout cas, voilà. Et dans cette phase d'enquête, on avait aussi demandé à la personne qui avait fait l'enquête, au groupement qui avait fait l'enquête, de pouvoir se dire à la fin comment on propose peut-être à celui que vous avez rencontré de pouvoir, s'il est OK, être partie prenante de la construction de la politique. Et donc, on a eu, grâce à ça, la construction d'un petit panel de 15 à 20 jeunes qui ont été en permanence en interaction avec les élus et les services sur la construction du dispositif. Ça nécessitait, personne n'est parti d'une page blanche, et pour la construction du revenu de solidarité jeune qui aujourd'hui bénéficie à 2000 bénéficiaires sur la métropole de Lyon, et qui a un vrai revenu, voilà, qui essaye de combler la question de l'absence du RSA, l'absence du CEJ, etc. Voilà, je vous invite à aller regarder. Si ça vous intéresse là-dessus, j'ai fait une petite note pour la Fondation Jean Jaurès sur voilà, le revenu de solidarité jeune. Donc, si vous voulez le creuser, puis je suis à dispo pour en discuter avec ceux que ça intéresserait. Mais en tout cas, sur la forme de l'organisation, on a eu des jeunes qui tout le temps ont été en interaction avec nous. Et donc, dans un cadre qui était défini, qui était posé par le président de la métropole, et ça a été clair. C'est-à-dire, c'était pas chacun part d'une page blanche, puis après on se retrouve et puis on va pas être d'accord. Mais quand un cadre est défini et que la place des jeunes est définie et ça a été très profitable, y compris pour l'installation du dispositif, mais aussi pour la suite, puisque ces jeunes, pour certains, étaient au RSJ et d'autres l'étaient pas, et donc on pu faire remonter tout de suite les difficultés qu'ils avaient, y compris les enjeux de souplesse du dispositif, les enjeux de justificatifs, les enjeux de communication, etc. Et donc ça a été voilà, très profitable. Après, on a fait aussi vite le constat qu'au bout d'un an et demi, les 15-20 jeunes mobilisés, bah, ils n'étaient plus là et ils avaient leur propre vie, etc. Et qu'on était dans une dynamique d'un engagement citoyen ad hoc à un temps T, et qu'on espère que ces jeunes, eh ben, par l'expérience qu'ils ont eue là, eh ben, pourront ensuite s'engager sur d'autres phases de construction de politique publique. De l'autre côté, au niveau national, j'ai eu la chance, et on vient de finir un rapport sur la question des jeunes sortants de l'aide sociale à l'enfance pour le COJ, et qu'on a là aussi fait avec une 70 jeunes sortant de la protection de l'enfance qu'on a réunis pendant toute une journée. Donc là, le protocole était un peu plus différent, donc c'est pour ça que j'en parle, en disant, bah voilà, pour le coup, on a besoin d'idées et de dynamiques pour travailler la question des jeunes sortant de l'ASE. Et donc, on a fait tout un temps au départ de témoignages pour stimuler la créativité des jeunes, et c'était les jeunes qui ont porté ces témoignages-là. Et puis après, en atelier, où un certain nombre de propositions sont ressorties. Et puis, comme on était là toute la journée, ben, on a pu tamiser avec eux les propositions, et résultat, à la fin, sortir un certain nombre, une vingtaine ou une trentaine de propositions qui, pour eux, leur paraissaient les plus importantes, etc. Et moi, j'estime que dans ce travail-là, on a réussi le pari de les avoir associés, puisqu'après, quand tu as été sur la phase écriture, certains d'entre eux, des 70, ont permis d'être porte-parole de cette dynamique et d'être en lien constant avec eux. Après, on n'est pas... Ça reste un rapport, et donc l'élaboration, elle est là-dessus. En tout cas, ce qui manque, pour finir sur la question du Conseil, nous, dans le Conseil d'orientation des politiques jeunesse, on a des jeunes, et on voit bien qu'on échoue là aussi, puisqu'on est plutôt des jeunes il y a plutôt des jeunes institutionnalisés, en tout cas représentants d'organisations. Il y a le FFJ, chez qui les partenaires, voilà, le Forum français de la jeunesse et tout. Il y a un certain nombre d'acteurs qui viennent. On essaye d'avoir des jeunes de mission locale. C'est toujours très compliqué aussi pour les raisons qu'on a évoquées. Et donc, ce qu'il faut arriver à inventer, c'est effectivement des dynamiques ad hoc, pérennes, d'assemblée ou voilà. Moi, je suis très heureux que dans des départements, il y ait des conseils de jeunes, d'enfants placés, de jeunes majeurs, voilà, avec une vraie capacité
si on est en capacité de leur donner un peu de place pour élaborer la politique publique, eh ben, qu'ils aient un vrai rôle là-dessus. Et donc, ce qui manque au niveau de l'État, ce n'est pas un nouveau Conseil national de la jeunesse, mais effectivement des cadres de concertation où les jeunes, à la fois représentants d'organisations et des jeunes qui peuvent être issus de différents endroits et de territoires, puissent être en constante concertation avec le gouvernement et les pouvoirs publics pour élaborer des politiques publiques, et qu'on oblige globalement, c'est un peu la forme qu'on avait eue avec la clause impact de jeunesse, de dire voilà comment toute politique publique qui doit toucher les jeunes, il y a une dynamique de demande d'avis, de concertation avec ce conseil-là. Merci Antoine. Anaïs, pour terminer, quand vous avez lu le titre, quand on vous a sollicité pour intervenir sur la place des jeunes dans l'élaboration des politiques de jeunesse, spontanément, qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Déjà, je me suis dit que je répondais pas tout à fait à la question, donc je m'excuse, mais j'ai quand même essayé de me poser cette question-là, plutôt en mobilisant du coup d'autres travaux que j'avais lus par ailleurs, notamment Loïc Blondiot, qui est quand même hyper intéressant là-dessus. Qui a fait du coup une petite histoire de la participation, de la place de la participation dans les politiques publiques. La participation des jeunes, c'est une volonté qui est ancrée, qui est historique dans l'éducation populaire. Et il s'est trouvé qu'avec la décentralisation, il y a eu une importance qui a été donnée au local et à la participation de manière générale, qui s'est mise notamment en place avec le développement, en même temps que le développement de la politique de la ville. Ce que Blondiot raconte, c'est que la participation, elle est devenue à ce moment-là même une sorte de mot d'ordre de la puissance publique. Il parle d'impératif participatif ou délibératif. Et il détaille aussi un peu déjà des limites à cet impératif-là et à comment est-ce qu'il est décliné finalement dans le concret. C'est qu'il y a déjà une multiplicité d'expériences de concertation, mais sans forcément de consolidation. Et donc il y a eu des procédures qui sont extrêmement variables et qui ne sont pas forcément très codifiées. Donc il y a un peu du mal à s'entendre sur qu'est-ce que ça veut dire quand il y a eu participation ou quand il y a eu concertation. Et puis, il y a aussi un manque de préparation pour les professionnels qui sont censés mettre en place ces expériences de concertation, qui se retrouvent un peu démunis et qui n'ont pas forcément le temps, vu les objectifs qui leur sont donnés et le cadre un peu pressurisant de l'action publique aujourd'hui. Donc, en gros, ce que Blondiot raconte, c'est que dans la pratique, on a toutes sortes de bricolages qui se font autour de la concertation et de la participation. Et l'un des risques, c'est que ça se réduise assez souvent à des effets de mise en visibilité, un peu pour remplir cette nouvelle condition qui est à remplir, la condition de participation, le critère de participation qu'il faut cocher. Et du coup, ça peut servir un peu de faire valoir en quelque sorte en invitant des jeunes au comité de pilotage pour témoigner sur des parcours, souvent des parcours plutôt de réussite dans les programmes, etc. Et du coup, on observe ce dont Antoine a parlé déjà, l'instrumentalisation notamment institutionnelle de cette participation des jeunes. Et ce qu'on observe, c'est aussi au niveau des professionnels de terrain, même si ce n'est pas forcément du tout leur volonté, mais ils se retrouvent aussi à un moment instrumentalisé, vu les attentes, vu le cadre dans lequel ils bossent, il faut aller vite, etc. Du coup, je voulais faire un dernier mot sur ce qui concerne un peu plus mes recherches directement, mais qui est que le lien avec les jeunes, finalement, il reste au niveau du terrain, au niveau de ce qu'on appelle les street level bureaucrats, donc les professionnels de jeunesse qui sont en contact direct avec les bénéficiaires. Néanmoins, ce dont j'ai déjà un peu parlé avant, c'est que les professionnels, ils ont de moins en moins de temps, ou il y a de moins en moins de professionnels pour justement le terrain, avec un travail administratif qui prend de l'ampleur, il y a une multiplication des objectifs, il faut remplir les indicateurs, les bilans, les évaluations, etc. Il y a aussi une précarité des financements qui fait qu'il faut répondre aux appels à projets pour le besoin de survie de la structure, tout simplement.
Il y a aussi dans la sociologie du travail social toute une évolution des métiers avec des nouvelles couches de management qui se mettent en place et le travail en direct en fait avec les jeunes, il est relégué sur les postes les plus précaires. Il y a une sociologue qui s'appelle Charlène Charles qui a travaillé sur les intérimaires et comment les intérimaires prennent de plus en plus d'ampleur, sont de plus en plus employés dans les foyers, elle ce qu'elle observe c'est les foyers de la protection de l'enfance. Et dernier petit point, mais ce qui fait que les professionnels ont moins de temps, ou c'est moins facile de faire ce lien avec les jeunes et de le tenir sur le temps long, c'est qu'il y a un mouvement permanent, une sorte de succession de dispositifs temporaires, d'expérimentation, qui fait que c'est difficile pour les professionnels de travailler ensemble et de justement produire une cohérence et une cohérence d'action auprès des jeunes. Et donc là, dernière recommandation de lecture, c'est Valérie Becquet qui a travaillé sur les métiers émergents dans les professionnels de jeunesse et qui parle notamment de tous ces nouveaux arrivants pour qui c'est pas forcément simple de trouver sa place. Il y a une négociation avec les professionnels les plus installés sur le territoire pour construire des actions sans concurrencer et en complémentarité de ce qui existe. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Valérie Becquet qui était intervenue l'année dernière, ou il y a 2 ans, l'année dernière je crois, hein, sur l'édition, la 20e édition des Neuges Pro. Merci à tous les deux. On va faire circuler le micro maintenant pendant quelques minutes pour quelques prises de parole. Si vous souhaitez apporter un complément, un regard différent peut-être de ce que vous avez entendu, ou alors questionner nos 2 intervenants, on vous invitera à vous présenter et à faire une intervention assez courte de manière à ce qu'on puisse faire circuler le micro quelques minutes avant de passer à la 2e séquence. Relevez la main, s'il vous plaît, que je vous repère bien, mademoiselle et mademoiselle. Alors moi, je vais témoigner à la fois en tant que professionnelle, mais aussi en tant que jeune, puisqu'en fait, je suis aussi une jeune professionnelle. Donc, je m'appelle Wendy, je suis responsable jeunesse sur la CDC du Grand Saint-Émilionnais, pas loin de Bordeaux. Anaïs, je vous rejoins beaucoup sur la question un petit peu de aussi comment on fait, nous, quand on n'a pas beaucoup de temps pour réussir à se réunir tous en tant que professionnels. C'est vrai que dans le cadre et de mes stages quand j'étais étudiante, mais aussi là maintenant dans ma vie pro, je me rends compte qu'on est souvent beaucoup d'invités sur une réunion et en fait on est très peu présents. Et ça c'est assez frustrant on va dire, souvent parce que ça remet en question aussi soit notre légitimité ou soit notre motivation. Par contre, je me pose une question en tant que jeune. En fait, je me demande comment, quand on a une charge mentale assez importante, notamment ce que vous disiez, Antoine, sur tout ce qui est la partie comment se loger, comment financer un peu les courses, etc., mais aussi comment trouver du boulot. Je me demande comment nous, en fait, on arrive à trouver notre place derrière dans tous les travaux qui sont menés justement pour que les jeunes aient leur place dans les politiques publiques. Comment, en fait, on sollicite un jeune qui a déjà tout plein de questions qu'il se pose et qui a déjà un emploi du temps chargé par cette charge mentale. Comment on fait en fait pour leur dire à ces jeunes, venez, on va aussi vous aider à trouver des solutions? Voilà. Merci. Peut-être une réaction à ce que... Non, mais c'est la question. C'est de fait, je l'ai posé comme préalable, hein. C'est sûr que ce sujet de charge, il est énorme, d'où le fait qu'il faut enfin une politique de jeunesse dans notre pays qui soit digne de ce nom et qu'on évite d'être dans cette capacité de se dire, voilà, il y a un certain nombre de jeunes qui, puisque de toute façon, il y a une charge mentale trop forte en lien à une précarité de conditions de vie, ne peut pas entrer. Voilà. Après, le pas de côté, c'est que ce qu'on a pu, pour le coup, sur la création du revenu de solidarité jeune, c'est effectivement des jeunes qui avaient des problématiques de précarité, y compris, je vois très bien, voilà, il y avait un jeune qui était à la rue, qui était avec nous. Voilà, ça a marché parce qu'il a trouvé là un espace, au-delà de toutes ces problématiques dont il savait qu'on n'allait pas régler du jour au lendemain la situation, même si le revenu de solidarité jeune sur lequel il participait pouvait peut-être être un appui. Il a trouvé un espace de réalisation, un espace, et voilà, et pour le coup, Anaïs l'a utilisé, je ne l'ai pas utilisé, mais c'est ça aussi la force de l'éducation populaire, et n'oublions pas que la jeunesse, c'est aussi de la dimension d'éducation populaire, et c'est par cette capacité-là d'avoir pu dire à ce jeune, bien, de lui donner un espace où il a pu s'engager, avec toutes les contraintes qu'il avait pour participer à l'élaboration, voilà, qu'il a trouvé un endroit pour je ne sais pas si c'est s'épanouir le bon mot, mais un endroit pour se réaliser un tout petit peu et en tout cas contribuer à la politique publique.
Voilà, parce que aussi le cadre avait été clair là-dessus, donc parfois ça marche, mais de fait, on a quand même ce sujet très important de la charge pour ces jeunes. Ouais, j'ai pas de réponse, mais juste encore un autre point de vigilance à garder que sur le projet que j'ai observé dans les centres sociaux, ça a été beaucoup questionné, beaucoup discuté de oui, on a cet objectif de faire participer les jeunes comme une manière de le oui voilà il faut pouvoir le prouver à la fin qu'on a fait des avancées là-dessus. Mais en même temps, comment on fait attention à ne pas faire du chantage en quelque sorte, à ne pas rentrer dans un truc de bah, je te donne de l'aide pour trouver un emploi, etc. Mais en échange, tu m'aides en participant aux activités, etc. Et donc, pour moi, la seule solution, en tout cas, ce qu'il faut absolument garder en tête, c'est justement d'enlever toute condition pour le jeune, que c'est pas en participant qu'il obtiendra plus d'aide, etc. Donc, de laisser libre cours à la participation volontaire, etc. Ça me semble être une condition absolument essentielle et un risque, un gros risque en fait aussi de cette injonction-là. Voilà. Une intervention ici. Oui. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, Sonia Akhtar. Du coup, je suis directrice des accompagnements jeunes au Déclic. On est un projet qui faisons des maraudes numériques pour repérer les jeunes à travers les réseaux sociaux. Et je voulais réagir, Anaïs, par rapport à vos réflexions, justement. Nous, on a été lauréat du PIC maraude numérique, du coup. Et en fait, je voulais un petit peu savoir, je suis désolée, j'ai absolument pas lu en entier votre article, mais je compte le faire très bientôt, pour savoir qui est-ce que vous aviez interviewé justement sur les pics des maraudes numériques? Parce que je tenais à préciser que lors du jury, par exemple, pour avoir été, pour avoir pitché, ça a été d'abord des jeunes qu'on a eu en fait en face de nous et qui jugeaient justement notre projet et notre capacité à faire quelque chose au niveau du maraude numérique et du repérage des invisibles. Et aussi réagir par rapport à la mobilisation des jeunes. C'est vrai que je pense que ce qui peut un peu manquer aujourd'hui, c'est la diversité des jeunes qu'on va aller chercher pour les mobiliser sur ces politiques jeunesse, parce que voilà, on a souvent les mêmes types de jeunes, donc voilà, qui sont dans des cadres un petit peu particuliers, des choses un petit peu plus, des situations qui sont un petit peu similaires. Et ce qui peut manquer, c'est peut-être justement de mieux collaborer avec les structures qui accompagnent des jeunes encore plus éloignés de l'emploi ou de ces politiques-là, et de leur expliquer qu'il y a un bénéfice. Et je pense que ce qui peut être un petit peu compliqué à percevoir pour eux, c'est la finalité de ce qu'ils vont apporter, parce que c'est vrai que ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Voilà. Merci. Merci. On laisse Anaïs répondre et je me dirige vers la troisième et dernière question. Ouais, assez rapidement. Moi, du coup, j'ai interviewé des personnes déjà au niveau local, puisque c'était porté par les DRETS. Le pic invisible spécifiquement était porté par les DRETS, donc il y a tout plein de questions de qu'est-ce qui est porté par le national et par le régional qui a plutôt compliqué les choses, on va dire, sur le pic invisible, ce qui n'était pas le cas, il me semble, du pic maraude numérique. Donc, c'est peut-être pas les mêmes tout à fait les mêmes acteurs qui ont joué dessus. Mais j'ai aussi donc été au niveau national et interviewé des personnes à la DGEFP et au commissariat aux compétences qui effectivement semblaient porter beaucoup d'enjeux à faire un cercle de décision avec des bénéficiaires, etc. Donc il me semble qu'ils l'ont mis en place, du coup, c'est sûr, vu que vous en parlez. Mais ils m'en ont parlé de cette volonté-là. Il se trouve que sur le pic invisible, ça s'est pas du tout fait comme ça. Et je saurais pas expliquer exactement pourquoi. Mais parce qu'ils n'avaient pas pensé, je ne sais pas. En tout cas, voilà, même si ça fait partie tout ça du même programme, le pic, il n'y a pas eu tout à fait les mêmes traitements selon les sujets. Voilà. Ici, une dernière question. Oui, bonjour, Mamie Rabel d'Info Jeunes Auvergne-Rhône-Alpes. Si je croise arrêtons de les mettre dans des cases et Anaïs, finalement, ce sont les professionnels de terrain, je me dis, est-ce que c'est pas aussi cette représentation de la jeunesse comme danger dans notre pays et qu'on n'arrive pas finalement à prendre en compte les porte-paroliers que sont les professionnels qui sont en contact de ces jeunes dans la manière dont on réfléchit les politiques jeunesse et dont on les met en œuvre. Et pour terminer, quand Antoine dit finalement dans les instances où il y a la présence des jeunes, je caricature encore, ce sont plutôt les bons jeunes qu'on retrouve là et pas les autres.
Et alors qu'il y a vraiment des actions concrètes qui sont réalisées sur le terrain, mais alors comment les prendre en compte et les insérer en fait, en évitant le contrôle social assez classique, quoi. On ouvre beaucoup de. Ouais, si on avait la réponse tous ensemble, mais peut-être que dans la salle, il y a des gens qui ont la réponse à ça. Je vous rejoins, il y a la question des professionnels de jeunesse, y compris du terrain. Moi, typiquement, au COJ, quand j'y suis, je suis plutôt avec les gens qui sont à Paris, dans les réseaux nationaux à Paris des différentes structures, et parfois pas en direct complètement avec les professionnels, même si je suis content que pour certaines représentations, notamment les missions locales ou d'autres, il y a des gens qui viennent et qui sont voilà, directeurs de mission locale dans tel ou tel endroit. Et donc, ça permet d'avoir cette parole des professionnels de jeunesse. Et qu'elle est fondamentale. Hein. Moi, je pense que elle ne doit pas. C'est pas parce qu'il faut faire des politiques plus avec les jeunes qu'il faut pas faire la politique avec des professionnels de jeunesse qui les côtoient au quotidien. Et il faut surtout pas faire voilà, une séparation entre les deux. Et après, bien sûr, il y a la question de la représentation de la jeunesse qui se pose. C'est pour ça que j'ai compensé un peu le propos en disant que la jeunesse n'est pas qu'une jeunesse étudiante, même si c'est ceux qui sont les plus organisés aujourd'hui dans le pays. Et c'est aussi eux qui ont permis d'avoir un certain nombre de quêtes et de luttes sociales. Donc, on va pas s'en satisfaire, mais en tout cas, effectivement, il y a des problématiques de représentation. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut se poser la question de est-ce qu'il faut toujours passer par des organisations représentées? Elles doivent être présentes, mais comment aussi on est capable d'aller chercher des jeunes qui ne sont pas forcément représentés, mais qui ont représentant de quelqu'un, mais qui ont une capacité de pouvoir ou une envie, plus qu'une capacité, ou une envie, et on les accompagne sur la capacité de pouvoir participer aux politiques de jeunesse. Tous n'ont pas l'envie. En tout cas, quand il y a l'envie, il vaut mieux s'en saisir et leur donner la place. Moi, je rêve qu'un jour, dans toutes nos organisations, puisque je suis président d'une association qui porte des questions de jeunesse, les groupements de créateurs, on soit en capacité d'avoir dans nos CA, dans nos gouvernances, des jeunes, voilà, et je le souhaite pour tout le monde, les missions locales, les centres sociaux. C'est un combat au quotidien, et il ne faut pas qu'on l'oublie, mais c'est compliqué, on le sait. Merci. Anaïs, le mot de la fin. Ok, super. Moi, je relierais cette question du coup de la représentation des jeunes comme un danger, etc. Aussi à la place qui est prise par les politiques de mise à l'emploi qui prennent de plus en plus d'ampleur. C'est notamment Patricia Loncle qui en parle et qui font plutôt partie de la catégorie des politiques dures, on va dire, avec vous avez pu entendre parler déjà des politiques, de la notion d'activation, des politiques d'activation qui sont poussées par l'Union européenne, notamment dans les politiques d'insertion professionnelle où on fait signer à des jeunes des contrats, on leur demande d'élaborer un projet, il y a des demandes de garantie d'engagement, etc. Pour moi, il y a tout un champ de recherche qui est hyper intéressant là-dessus, mais j'ai aucune réponse sur comment faire autrement. Voilà, je m'arrêterai là, mais merci beaucoup. On peut venir vous voir dans la journée pour peut-être esquisser des éléments de. Il faut en parler, réponse. oui. Alors, je signale dans cet esprit l'étude conduite par des étudiants Sciences Po Lyon et en partenariat avec le département de la Loire. Ils sont là-bas, je vous invite à vous lever. On les applaudit. C'est une enquête sur la politique jeunesse du département de la Loire et plus particulièrement sur la manière de donner aux 11-25 ans le pouvoir d'agir. On est pas mal raccord, donc je voulais juste en dire un mot avant de te laisser piloter la transition et le démarrage de la prochaine table ronde. Merci Sébastien et merci à vous deux pour cette introduction de cette table ronde. Merci beaucoup.